Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur comment réussir à rater ses vidéoconférences, un webinaire organisé dans le cadre des webinaires des adhérents GEPS le 22 septembre 2020. Je me présente rapidement. J'ai 4 activités principales, donc du coaching individuel ou collectif, de la formation et de l'enseignement autour de la relation, un peu de conseils et surtout des actions innovantes comme les ateliers de bonheur au travail, des émissions sur le bonheur sur la radio locale Radio Axe, une web radio, et mes ateliers du bonheur pour les petits, mais aussi pour les grands, organisés à la librairie des gens qui lisent, un adhérent GEPS. Je participe aussi à l'écriture de 2 livres, le coaching politique et un livre sur le management, réconcilier l'économique et l'humain en entreprise. Et j'ai eu le bonheur de produire et d'éditer 2 livres qui sont les compilations de mes chroniques sur le bonheur, Bonheur chronique tome 1 en 2019 et Bonheur chronique tome 2 qui sort cet automne. Au menu de ce webinaire, le langage du corps, la synergologie, communication non-verbale et langage non-verbal, les 5 dimensions et l'importance du non-verbal dans notre communication et notamment comment nous les appliquons en visioconférence. Les rôles partagés en réunion, très efficaces, les attitudes à éviter si on ne veut pas rater, quelques sourires et on terminera par un kiss. Je vais commencer par vous parler du fondateur, Paul Ekman, de l'Université de Californie. Paul Ekman a produit beaucoup d'ouvrages très importants dans le domaine. Moi, celui qui m'a le plus touché, c'était des entretiens entre le Dalai Lama et Paul Ekman autour de la façon dont nous exprimons nos émotions et dans la façon dont nous les partageons dans notre gestuelle entre l'Orient et l'Occident. Donc voilà un petit livre que je vous conseille. Les études de Paul Ekman ont permis de distinguer notamment dans les discours, et notamment dans les discours politiques, quelle était un peu la fraîcheur ou la réalité des informations qui nous étaient données. Et ça a donné lieu notamment à une série américaine. Si vous aimez regarder des séries américaines, je vous engage à regarder une série qui s'appelle Lie to Me, donc Mens-moi, sur le mensonge, et où le personnage principal s'appelle Lightman, donc pour faire référence à Ekman. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que tous les éléments qui sont partagés sont basés sur les études de Paul Ekman. Donc tout est extrêmement sérieux du point de vue scientifique. En France, on a un spécialiste qui est Philippe Turchet. J'aurais bien aimé avoir une conférence de Philippe Turchet pour le GEPS, ça aurait pu être une bonne idée dans nos assemblées générales, parce qu'on a en France quelqu'un en effet qui est allé très loin et qui a développé cette science qu'on appelle la synergologie, qui est donc l'étude du non-verbal. Et Philippe Turchet a écrit plusieurs bouquins. Les plus connus, et les premiers à voir, c'est la synergologie et celui qui s'appelle le langage universel du corps. Mais il en a écrit aussi d'autres sur les rapports hommes-femmes, notamment les codes inconscients de la séduction, ou pourquoi les hommes marchent-ils à gauche des femmes. Donc voilà, c'est des bouquins qui sont assez intéressants, qui peuvent être lus par tout le monde. On n'a pas besoin d'être spécialiste ou psychologue pour les lire et pour les apprécier. Donc voilà, Philippe Turchet. Alors notamment, Philippe Turchet, il pose une question importante en disant, voilà, finalement, quand on parle de communication, est-ce qu'on parle de langage non verbal ou est-ce qu'on parle de communication non verbale? Est-ce que c'est la même chose? Donc voilà, comment est-ce que vous définiriez, vous, la différence entre le langage non verbal ou la communication non verbale? Réponse? Non? Oui, Séverine? Pour moi, j'associerais plutôt le langage non verbal au côté culturel et interculturel dans lequel joue notre passé, nos origines. Et oui, la communication peut plutôt être des codes liés à la langue. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça. Ok. Quelqu'un d'autre pour un élément complémentaire ou contradictoire, ce qui peut être Oui, intéressant. moi je suis d'accord. Le langage non verbal, déjà c'est bizarre, c'est la première fois que je vois les deux choses à côté. Oui. Donc, j'imagine que c'est ce qui n'est pas dit par rapport à ce qui est dit. Et la communication non verbale, c'est ce qu'on montre sans forcément le faire de consciemment, quoi. Alors, il y a beaucoup d'inconscient dans tous les deux, hein, bien sûr. Oui, oui, voilà. Alors, Philippe Turchet dit voilà, qu'en fait, le langage corporel ou langage non verbal, lui, en effet, comme disait Séverine, pardon, c'est notre histoire personnelle, c'est notre culture, c'est notre façon à nous
d'exprimer les choses. Et en effet, on va le faire à travers notre corps. Ça, c'est notre langage corporel. Et donc, même la même émotion traversée par toutes les personnes qui sont ici va être exprimée différemment, même si globalement, on va faire marcher les mêmes muscles au niveau du visage, etc. Ça, c'est notre histoire personnelle qui va imprimer notre langage. Tandis que la communication non verbale, dès qu'il y a communication, ça veut dire qu'il y a un échange, ça veut dire qu'il y a une interaction. Donc là, on est dans l'interpersonnel, on va dire. Là, à ce moment-là, il va y avoir communication. Ça veut dire qu'il y a bien un message à faire passer et dans lequel, en effet, dans ce message à faire passer, dans cette interaction, une partie est non verbale, une partie est corporelle. Et quand on dit non verbal, en fin de compte, jusqu'à présent, on parlait uniquement de la façon d'exprimer les mots, par exemple. Si je vous dis comment ça va et que vous me dites bah, tout va bien. Mais si vous me dites ah, tout va bien, ou bien si vous me dites oh, bah, tout va bien, évidemment, on va avoir trois façons différentes de dire les mêmes mots, où là, les mots sont secondaires, mais la façon de le dire va nous donner des informations sur la personne. Eh bien, ce non-verbal, qui ne tient pas compte des mots et qui n'est pas encore dans le corporel, et en fait, ce sont 5 dimensions qu'on appelle périverbal, paraverbal, infra, supra et même préverbal. Alors, très rapidement, le périverbal, donc l'environnement du verbal, ça, c'est comment joue l'espace et le temps dans la communication. On ne va pas communiquer de la même façon, en effet, suivant les différents espaces et différentes temporalités. Ça, c'est le périverbal. Le paraverbal, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien les sons, c'est la façon dont nous allons produire le son. Donc, bien sûr, le ton va être important, le timbre de la voix va être important, l'intonation, ça veut dire les accents, ça veut dire aussi les silences. Là, on est dans quelque chose qui est uniquement sur le son. Et grâce au son, on va pouvoir, comment dire, donner des informations différentes tout en utilisant le même verbal. L'infraverbal, là, c'est totalement inconscient. C'est tous les codes que nous récupérons comme ça dans un environnement. Donc, il va y avoir les odeurs, les couleurs, il va y avoir certaines postures qui vont nous donner déjà des informations. Sur cette image, on a déjà des informations et pourtant, voilà, simplement les couleurs qui ont été choisies, l'accoutrement de cette personne nous donne déjà un certain nombre d'informations. Là, on est dans l'infraverbal. On n'a pas encore eu besoin de donner des mots pour avoir des informations. Le supraverbal, là, on est au-delà du verbal, ce sont tous les signes distinctifs. Donc, ça peut être un pins, une montre, une marque, le fait de porter tel type de vêtement ou de le porter d'une certaine manière. Tout ça, ça fait partie du non-verbal et ça nous donne déjà des informations sur ce que la personne a envie de dire d'elle-même. Et on arrive au préverbal. Là, c'est avant même que la personne ne s'exprime, le fait qu'elle se présente, le fait qu'elle ait une façon de s'habiller, une façon de se mouvoir, c'est la gestuelle aussi, avant même les mots, va nous donner un certain nombre d'éléments et notre cerveau est capable de décoder énormément d'éléments avant même que nous ayons recours à la parole. Alors, il faut dire en effet que quand nous sommes tout bébés, et moi j'en ai un tout neuf dans la famille et j'aime bien l'observer, et on voit qu'un bébé est extrêmement observateur. Parce qu'en fait, comme il n'a pas toute la culture verbale, le bébé a besoin d'informations non verbales pour nous comprendre. Donc, je dis bonjour à notre ami qui nous rejoint. J'en profite pour boire, parce qu'il faut beaucoup boire quand on parle. Donc, voilà. Alors, pour cela, donc, pendant longtemps, les formateurs, les coachs, les enseignants se sont appuyés pendant très longtemps sur des études qui ont été faites il y a très longtemps, maintenant en 1967, par Albert Mehrabian à l'Université de Californie notamment, sur l'importance du verbal, du paraverbal, donc le verbal, les mots, le paraverbal, la façon de dire les mots, et le non-verbal, on va dire la communication corporelle, le langage corporel, quelle était leur importance dans la communication. Et donc est né ce qu'on appelle le mythe des 7, 38, 55%. Et en fait, ce mythe, il est toujours extrêmement présent. Alors, ça reste un mythe, c'est-à-dire que
on peut s'appuyer dessus tout en sachant que ces études ont été faites déjà il y a longtemps, n'ont pas été reproduites vraiment depuis, et qu'elles ont été faites dans un contexte particulier. C'était uniquement avec des enregistrements de mots, ça parlait uniquement d'émotions, et c'était des petits groupes et des groupes uniquement de femmes. Autrement dit, scientifiquement, on n'est pas allé jusqu'au bout, en effet, de ce qu'on peut faire pour une étude extrêmement sérieuse. N'empêche qu'aujourd'hui, on continue à parler de ces 7, 38, 55%. Alors, je ne dis pas que ces chiffres sont faux, je dis juste qu'il y a beaucoup de biais et qu'il faut les prendre comme une tendance, comme une information. C'est-à-dire que dans notre communication, nous dit Mehrabian, eh bien, il y a uniquement 7% d'efficacité du verbal. Nous allons retenir des mots que vraiment 7% en termes d'efficacité. Pardon? Quelqu'un a parlé? Non. Le paraverbal, lui, représente 38%, et donc le non-verbal représente 55%. Ça veut dire que dans notre communication, ce que nous retenons, ce qui a un impact, mais surtout du point de vue émotionnel, la grande majorité, c'est le langage du corps, c'est le non-verbal. Donc les mots, en effet, ont leur importance, mais pas autant que la façon de dire les mots et pas autant que ce que notre corps va dire en même temps que les mots. Alors qu'est-ce qu'on peut repérer? On peut repérer déjà que toute la partie non-verbale, para et non-verbale, corporelle, c'est quand même 93% de notre communication. Donc notre corps parle beaucoup plus en fait que notre bouche. Ce qu'on peut repérer aussi, c'est que, le verbal plus le paraverbal représente 45%. Or, il y a bien un contexte dans lequel on n'a que du verbal et du paraverbal, c'est le téléphone. Et donc, pour avoir utilisé aussi beaucoup de téléconférences aussi, ou beaucoup d'appels téléphoniques, eh bien, sachez que dans un appel téléphonique, l'efficacité, elle est quand même relativement faible. Donc, premier conseil, chaque fois qu'on a eu un appel téléphonique avec des éléments importants à partager, il est très important, par exemple, de les doubler avec un email, avec un SMS, parce que c'est très facile de confondre le 15 à 17 heures et le 17 à 15 heures. Et ensuite, chacun qui a noté un jour et une heure différente va être certain d'avoir entendu la bonne chose. Donc voilà, pensez à cela. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Mehrabian, c'est qu'il nous a sensibilisés sur l'importance du non-verbal. Il nous a sensibilisés aussi sur le fait d'utiliser ce qu'on appelle la congruence. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup ce mot. La congruence en communication, c'est lorsqu'on aligne justement le verbal avec le paraverbal et avec le non-verbal. C'est-à-dire que ce que disent mes mots et mon message, la façon de dire les mots va dans le même sens et mon corps va aussi dans le même sens. Et donc, lorsqu'on décode en face, lorsque vous recevez cette information, vous avez confiance dans cette information parce qu'il n'y a pas de décalage entre le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Et donc, si je vous dis ah oui, c'est vraiment, c'est très intéressant ce que tu me racontes. Évidemment, il y a mon corps qui dit exactement le contraire de ce que dit ma bouche. Et ce que vous retenez, en effet, c'est que je ne suis pas très sincère quand je vous dis que c'est très intéressant. Donc, ça, c'est un titre d'exemple. Si on avait plus de temps, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc, voilà pour cette notion de congruence. La congruence, c'est toujours l'alignement de tout ce que nous faisons. Donc, comme la congruence dans sa vie, en effet, c'est d'aligner ses valeurs avec ses pensées, ses paroles et ses actes. Là, c'est la congruence en communication. Alors, quelques situations anti-mythes. Prenons la première situation. Cette jeune fille qui est à gauche ici, avec son chemisier blanc, elle a une super nouvelle, elle vient d'apprendre une super nouvelle. Elle est vraiment très heureuse d'apprendre cette nouvelle. Elle n'a qu'une envie, c'est de la partager avec sa collègue, sauf qu'elle voit arriver sa collègue dans le couloir, et sa collègue dans le couloir a une mine complètement défaite parce qu'elle, par contre, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. À ce moment-là, la jeune fille qui est à gauche décide de ne pas partager sa bonne nouvelle parce qu'elle sent que l'autre n'est pas disposé à l'entendre. D'accord? Il n'y a pas eu d'échange. Le message non verbal, cette fois-ci, c'est 100% du message a été non verbal. Prenons un autre exemple, ici. À gauche, le patron vient d'expliquer à son employé que son poste n'existe plus et qu'on n'a plus besoin de lui dans l'entreprise. Donc là, il vient d'entendre les mots du patron. Là, à ce moment-là, quelle que soit l'intonation du patron,
qui le disent de la façon la plus douce ou la plus ferme possible, qui le disent avec son corps, plein d'empathie, plein d'allant, etc. Là, cette fois-ci, le message non verbal, c'est 0%. Ce sont les mots, et les mots uniquement, qui ont été utiles et qui ont posé leur impact dans cette communication. Vous comprenez en effet que les 7,38%, c'est juste une tendance qui nous sensibilise au fait que le non-verbal est très important et ça va bien sûr dépendre beaucoup des situations. Alors, la grande différence entre le télétravail et puis ce qu'on faisait en audio, en effet, au téléphone maintenant, eh bien, c'est que voilà, vous êtes tous beaux, belles et magnifiques aujourd'hui. Vous êtes préparés pour cet échange. J'en suis vraiment extrêmement fier. Mais si ça avait été au téléphone, peut-être que vous seriez dans un autre état, peut-être. Je ne sais pas, hein, je pose juste la question. En tout cas, voilà. Donc, la différence avec la vidéo, en effet, c'est qu'il y a la vidéo, c'est qu'il y a l'image. Et l'image, en effet, on a vu que depuis qu'on est tout bébé, c'est ce qui nous sert à décoder toutes les informations que les mots ne nous disent pas et que les intonations ne nous disent pas. Alors, en visioconférence, quelques règles fondamentales. La première règle, c'est la préparation. On va dire, mais oui, mais c'est comme tout. Alors, ben oui, dans tout ce que nous faisons, la préparation, c'est quand même déjà 50% du succès assuré de ce que l'on va réaliser par la suite. Donc ça, pas de changement. Il y a aussi l'horaire. Tiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé aussi de la durée, du temps. Ben, l'horaire est très important. Savoir à quel moment les gens sont réellement disponibles. Si vous organisez une visio, il faut savoir, voilà, est-ce que les gens vont être plus disponibles le matin, plutôt l'après-midi, plutôt le soir? Il n'y a pas de règle absolue parce que ça va dépendre de votre auditoire. Donc ça, bien préparer l'horaire. Oui? Ah, il y a eu un son. Je vais désactiver ton son, Thierry. Donc, la présentation, alors la présentation, bien sûr, est importante, ou les présentations, il y a votre présentation, bien sûr, puisque vous donnez déjà des informations, avant même de parler, vous donnez des informations. Il y a votre environnement de travail, bien sûr, qui va entrer en ligne de compte. Il y a le fait que vous soyez détendu, bien sûr, plus vous serez préparé, plus vous serez détendu, plus vous serez stressé, plus ça sera difficile à maintenir cette règle de visio. Le sourire, comme le sourire était très important au téléphone, on entend quelqu'un qui sourit au téléphone, eh bien sûr, là, on voit quelqu'un qui sourit. Lorsqu'on est en visio, on le voit d'autant plus. Et j'aime bien parce que le fait de dire simplement le mot sourire, et je vous vois sourire. Donc ça fait vraiment du bien. Il y a bien sûr le ton que nous allons utiliser, donc le fait de parler de façon plutôt calme ou plutôt énervée, plutôt excitée, plutôt douce, et les silences. Important aussi parce que pour expliquer tout à l'heure justement comment lutter contre le décrochage ou comment trouver des astuces quand on se sent un peu seul, eh bien on peut laisser un peu de silence pour laisser aux personnes le temps de penser, de noter et pourquoi pas d'intervenir. Donc il ne faut pas avoir peur du silence. Bien sûr, si ça dure trop longtemps, vous allez perdre tout le monde. C'est juste de trouver le juste milieu. Parce que, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail, mais comme dans toute communication avec un public, vous allez avoir des personnes qui sont de type plutôt avec une préférence pour l'extraversion, qui vont avoir besoin d'être dans l'action. Alors, pour elles, ça n'ira jamais assez vite. On n'aura jamais fait suffisamment de choses, on aura tellement d'idées, elles auront envie vraiment de beaucoup d'interactions. Mais vous avez quand même à peu près la moitié de l'humanité qui ont une préférence pour l'introversion, autrement dit, pour avoir des temps de réflexion interne, un temps pour noter, un temps pour penser à la question qui va venir. Si vous allez trop vite, vous allez les perdre aussi, ces personnes-là. Donc, on pourra éventuellement imaginer aussi d'intégrer ça dans un futur webinaire. Et donc, on voit qu'au-delà de la préparation ou du choix de l'horaire qui est plutôt technique, tout le reste, c'est du non-verbal. Le risque aussi en visio, c'est, comme le disait ou comme le demandait tout à l'heure Jacques, qui était de dire, voilà, s'il y a plusieurs personnes qui interviennent, soit parce qu'on fait une visio interactive, on a vraiment besoin que beaucoup de personnes interviennent, comme quand je vous ai demandé de poser des questions tout à l'heure, par exemple, mais moi, avec mes étudiants ou dans certains webinaires, j'utilise aussi des quiz, je fais des petits jeux, etc., de manière à rendre intéressant. C'est très important d'avoir des rôles qui soient partagés, de ne pas se sentir seul. Et alors, surtout, comme disait Jacques, si vous êtes plusieurs animateurs et que vous devez vous passer la parole l'un après l'autre,
c'est très important de vous être déjà bien préparé au préalable pour savoir quel va être le conducteur, comme on fait un conducteur d'une réunion ou d'un concert, quel va être le conducteur du webinaire, de la visioconférence, de manière à savoir qui parle à quel moment et quels sont les codes pour se passer la parole. Donc, ça, on verra tout à l'heure justement les rôles partagés et quelque chose qui est arrivé avec la visioconférence, qui est ce qu'on appelle le Zoom bombing. Alors, parmi vous, qui sait ce que c'est que le Zoom bombing? Personne. Alors, moi, personnellement, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais en train de donner un cours à mes élèves, à des étudiants en licence, donc plutôt c'est pas des bébés, ils ont 22, 23 ans. Et tout à coup, au moment où j'étais en train de projeter comme ça un PowerPoint avec mon cours, eh bien, j'ai vu tout d'un coup arriver un dessin et quelqu'un donc s'est permis de dessiner sur mon PowerPoint. Alors, il n'a pas dessiné des petites fleurs, hein, il a dessiné des choses qui ont bien fait rire leurs camarades. Et donc, j'ai dû arrêter tout de suite la conférence et la reprendre ensuite et essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et alors là, c'est très important. Lorsque vous faites un partage d'écran, vous avez ici est-ce que vous voyez mon écran aussi ou pas là? Oui. Et sur mon écran, est-ce que vous voyez la petite fenêtre qui vient d'arriver en disant, voilà, désactiver les annotations des participants? Non, vous ne le voyez pas. Non, on voit juste Parmi écran. les options de Zoom, mais aussi des autres systèmes, eh bien, vous avez le moyen de bloquer le fait que des participants puissent mettre des annotations. Alors, franchement, faites-le. Alors, je ne suis pas le seul à m'être fait avoir. Hein. Le Premier ministre anglais aussi avait organisé, voilà. Merci Thierry. Le Premier ministre anglais avait organisé ce genre de choses. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas interdite, donc je savais que je pouvais compter sur toi, Thierry. Donc, lui, il vient de dessiner comme ça. Donc, c'est bien, il a fait juste un petit nuage, mais il aurait pu faire pire. Donc, je vais maintenant voilà, désactiver. Bien, comme ça, je vais être tranquille. Donc, ça, c'est le Zoom bombing, c'est-à-dire, en effet, éviter que des personnes non autorisées puissent pénétrer dans votre salle de réunion. Comme on n'imagine pas quelqu'un qui rentre dans une salle de réunion et qui écrit sur le tableau, comme ça, ou sur un paperboard. Et pourtant, c'est possible puisqu'on est dans le monde, en effet, du numérique. Donc, protégez-vous. Comment tu as fait pour faire des zigzags sur le… Thierry, il est allé dans les outils qui sont dans Zoom, et il est allé dans un outil qui s'appelle Annoter, qui représente un petit crayon, et il a pu se permettre d'écrire directement sur… Et il est où cet outil? Alors, quand tu as une barre qui doit être en haut, ouais. et dans la barre qui est en haut ou en bas, tu as la possibilité d'écrire Annoter dessus. La même barre sur laquelle qui te permet de mettre aussi… de partager, de parler avec les autres participants, etc. Bien. Alors, les règles fondamentales en visio, parce que je vois le temps qui passe. Pardon. Lorsque vous êtes l'animateur, le risque, en effet, c'est d'avoir tout le monde qui parle en même temps et de ne pas pouvoir maîtriser la parole. Alors, autant c'est un vrai problème dans une salle, notamment une salle de cours, autant c'est un problème relativement rare en visio. N'empêche que le mieux, en effet, c'est de pouvoir associer, assigner la parole à l'un ou à l'autre et de permettre que tout le monde puisse s'entendre et parler en même temps. Et donc, pour cela, on utilise un certain nombre de règles. Par exemple, eh bien, si l'animateur Jean donne la parole à Tom, ben voilà, il va dire, voilà, Tom, c'est à toi de parler. Et à ce moment-là, Tom parle. Mais si quelqu'un veut la parole, les règles qu'on garde à ce moment-là, c'est que la personne, à ce moment-là, demande, voilà, est-ce que je voudrais intervenir? Alors, on peut le faire de façon parlée, on peut le faire comme en classe en levant le doigt, parce qu'il existe parmi les outils de Zoom, vous avez des outils où vous allez pouvoir, en effet, donner des informations en tant que participant. Vous allez pouvoir mettre une petite main, un petit cœur, etc. Et donc, vous pouvez déjà utiliser ces outils et faire en sorte d'avoir la parole. L'idéal, comme dans une réunion, voilà, je vois des petites mains et des bravos, merci. L'idéal, comme dans une réunion réelle, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les rôles partagés. Là, parmi vous, qui connaît les rôles partagés en réunion? Alors ça, j'ai pratiqué ça depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années.
C'était très en vogue dans les sociétés américaines et on l'a mis en place et ça marche même en France, je vous le garantis, ce qui permet de rendre des réunions efficaces, qui permet de rendre des réunions productives. On se réunit pourquoi? Un, pour le plaisir, ça c'est sûr. Mais on se réunit aussi pour prendre des décisions. Et le pire, ce sont ces réunions à rallonge où la parole est accaparée par une, deux, trois personnes et où finalement, au bout du compte, on n'a toujours pas pris les bonnes décisions. Donc on se dit, bon, ben, on va se réunir de nouveau et là, on va prendre des décisions. D'accord? Et donc voilà, comment rendre des réunions efficaces? Le premier rôle, bien sûr, c'est le rôle de l'animateur, c'est le leader. Donc c'est celui qui doit préparer la réunion, comme j'ai préparé ce séminaire. L'idéal, c'est qu'il soit associé avec une personne qui va prendre le rôle de facilitateur, facilitatrice, bien sûr. Souvent, ils travaillent ensemble, ils vont préparer tous les deux la réunion, et notamment le facilitateur va rappeler les aspects logistiques. Tiens, est-ce que tu as pensé à prendre un paperboard, un vidéoprojecteur de rechange? Combien il y aura de personnes? Est-ce qu'il faut organiser un petit déjeuner avant, après, etc. Tout ça, voilà. Il y a tous les aspects comme ça. Et pendant la réunion, le facilitateur, c'est celui qui va réguler les interventions. C'est celui qui va fluidifier les échanges. Ce qui permet déjà de répondre un peu aux questions de Clotilde ou de Séverine tout à l'heure sur comment lutter contre le décrochage ou mobiliser les participants. Si on est un animateur, on va être focalisé sur son sujet. On veut absolument aller jusqu'au bout, on veut tout dire, on a envie de tout dire, et on n'est quelquefois pas suffisamment attentif aux personnes qui ont un peu décroché, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas posé de questions depuis longtemps, etc. Ça, c'est le rôle du facilitateur, d'observer les participants et, bien sûr, comme c'est son rôle, d'intervenir en disant « Mais en fait, Sébastien, je ne t'ai pas entendu beaucoup parler. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est OK ?» Et dans ce qui va permettre à Sébastien de revenir comme ça dans la réunion. Ou bien qui va dire à Jacques « Bon, Jacques, tu as quand même posé beaucoup de questions depuis le début. Est-ce que tu peux bien laisser un peu la parole aux autres parce que certains ne se sont pas exprimés ?» C'est un exemple que je donne, bien sûr. Donc voilà, le facilitateur va jouer la personne qui va fluidifier et qui va faire en sorte qu'à la fin de la réunion, tout le monde aura le sentiment d'avoir été pris en charge et considéré. Donc ça, c'est un très bon rôle de facilitateur. L'autre rôle, bien sûr, c'est le cadenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie le temps. Parce que quand on est aux commandes, on ne peut pas être là en disant « Tiens, j'ai envie de leur dire tout ça, j'ai envie de partager plein de choses » et en même temps regarder la montre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours très correct. Donc, d'avoir quelqu'un dont c'est le rôle, le timer, qui dit « Attention, plus que 5 minutes, plus que 3 minutes, plus que 2 minutes. » Et là, à ce moment-là, ça va aider l'animateur à dire « Bon, maintenant, on va passer au sujet suivant. » Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui joue ce rôle dans une réunion. Là aussi, ça va permettre aussi, quelle que soit la durée, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de durée idéale, ça va dépendre du sujet. Mais en tout cas, un webinaire, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations. Donc, il faut en effet avoir un temps qui soit suffisamment bon pour faire passer ces informations, tout en sachant que les êtres humains, qu'ils soient petits ou qu'ils sont grands, on va avoir une durée d'intérêt qui va monter pendant 3 minutes, qui va se stabiliser pendant une dizaine de minutes, et ensuite l'attention va naturellement redescendre. Et ce qui fait que si on ne retrouve pas un moyen de relancer l'intérêt par des questionnements, par une vidéo, par un changement de position, un changement, etc., toutes les 20 ou 25 minutes, on va perdre même les personnes les plus passionnées et les plus intéressées. Donc, le cadenceur, très important. Le pouce-décision, qu'on appelle secrétaire, mais secrétaire, ça peut faire penser à quelqu'un qui va prendre en note tout ce qui est dit. Non. Le pouce-décision, c'est quelqu'un qui va, comme son nom l'indique, à chaque moment important de la réunion, va dire, bon, là, la décision, c'est quoi? Finalement, qui fait quoi, pourquoi? C'est quoi le plan d'action? Il va rappeler qu'il y a un plan d'action parce qu'un compte-rendu de réunion, c'est un plan d'action. Ce n'est pas les minutes de tout ce qui s'est dit, de la conférence, etc. C'est surtout, voilà, quelles sont les informations importantes et quelles sont les décisions qui sont prises. Donc, d'avoir quelqu'un dont c'est le rôle va être un grand soulagement pour l'animateur. Et enfin, nous, les coachs, on a aussi l'habitude d'observer aussi la façon dont se fassent les choses, pas uniquement les échanges et la participation comme le facilitateur, mais on aime bien aussi ce rôle qui est le rôle de méta-communiquer, c'est communiquer sur la communication, et d'avoir quelqu'un dans une réunion dont le rôle est d'observer tout ce qui s'est passé du point de vue émotionnel et qui va à la fin nous faire un tout petit débrief en disant, ben voilà, dans cette réunion, ça a démarré
un peu lentement. Donc, je pense que c'est important de laisser à chacun le temps de se présenter, etc. Mais ensuite, il y a eu beaucoup d'émotions à un moment donné, ça a bien fonctionné. Et là, on a commencé à prendre des décisions. Et donc, à la fin, la personne qui est méta va nous faire un résumé très court de tout ce qui s'est passé pendant la réunion, du point de vue émotionnel, et va proposer des options, des pistes d'amélioration. Et c'est grâce à ce regard extérieur, hein, quand on est en méta, on est au-dessus et on voit les choses comment elles se passent. C'est comme ça qu'on peut aussi améliorer les réunions en disant, ben voilà, la prochaine fois, on laissera un peu plus de temps pour ceci, un peu moins de temps pour cela, on prévoira une pause, par exemple, etc. Si on n'a pas ce recul, ben la prochaine réunion sera comme celle-ci. Donc voilà, je voulais parler de ces rôles partagés en réunion. Et bien sûr, il y a un rôle qui est très important, c'est le participant. Et de dire qu'un participant, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est dans la même pièce, qui est dans la même. C'est quelqu'un qui participe activement. C'est important aussi que chaque participant comprenne aussi qu'il a son mot à dire, qu'il peut influer sur les décisions. S'il a l'impression, en effet, que de toute manière, quoi qu'il fasse, la décision est déjà prise, évidemment qu'il va s'ennuyer dans cette réunion. Donc, et si on ne pose pas des questions, comme je l'ai fait au début, en lui demandant quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, et qu'on n'essaye pas d'y répondre pendant la réunion, c'est évident que soit il ne viendra pas à la prochaine réunion, soit pendant la réunion, il va faire des mots croisés, ou plus exactement, il va être sur son téléphone, parce que là, vous ne le voyez pas, mais je pourrais très bien avoir mon téléphone et puis jouer, m'amuser, faire autre chose. Donc, les rôles partagés en réunion, ça fonctionne vraiment très bien. Et ça fonctionne d'autant plus dans une équipe si les rôles tournent. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même qui est facilitateur, cadenceur ou pose décision, voire même animateur. Moi, je me souviens, j'étais dans une équipe technique, le directeur technique avait préparé la réunion avec quelqu'un, dit, ben voilà, c'est toi qui vas diriger la réunion aujourd'hui. Il se positionnait ensuite en participant. Et c'est vraiment, ça permet à chacun d'avoir l'occasion de pouvoir aussi s'exprimer, de parler et de comprendre aussi que être manager, ce n'est pas si facile que ça. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne chose de ne pas être assigné ou associé à toujours au même rôle. Donc voilà, je vous conseille vraiment de mettre ça en pratique. Alors, ça s'apprend, ça demande de la pratique. Là, c'est juste une information que je vous donne parce que c'est très utile aussi en visioconférence, notamment, Jacques, quand on est plusieurs en visioconférence, tu vois, à animer la visioconférence, comme l'autre jour, quand vous étiez 3 à intervenir, voilà, de se répartir des rôles avant, bien sûr. Tout ça se décide avant. Alors maintenant, on va voir quelques règles fondamentales, tout ce qu'il faut mieux éviter en visio. La première chose à éviter, c'est les gros plans, trop gros plans. Voilà, donc on a des personnes qui ont des petits téléphones portables et ils ont le nez sur leur téléphone ou bien des ordinateurs et finalement on les voit en gros plan et là en effet il nous manque beaucoup d'informations. Donc éviter, voilà, essayer de garder une distance par rapport à l'écran, mais pas trop non plus. Tout à l'heure on a vu que le crâne de Thierry par exemple. Donc il a corrigé, mais voilà. Mais moi j'ai vu des conférences où la personne a été comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'elle a dû jeter un œil quand même sur son image, mais ça ne l'a pas choqué qu'on ne voit que ses cheveux. Alors là aussi, cette brave femme, elle s'est fait sortir du musée d'Orsay sans raison particulière, d'accord ? Maintenant, on est dans une conférence. Son choix vestimentaire, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que voilà, on peut l'assumer, il n'y a pas de problème. Moi, le problème, c'est que je ne vois pas ses yeux. D'accord ? Et donc, voilà, et s'il me manque une information importante pour la communication, on va voir à quel point les yeux sont importants. Là, j'ai tiré ça d'une visioconférence que j'ai fait à 3 dans le cadre professionnel. Donc, c'est très récent. Où là, voilà, j'avais une personne qui était en trop gros plan. Donc, j'avais trop d'informations. Et là, par contre, je voyais vraiment que ses yeux et sa tête. Donc, vous voyez, en effet, ça existe. Hein, ce n'est pas simplement des choses qui ne marchent pas. Le conseil dans ce cas-là, c'est essayer d'être à peu près à 40%, 60%, pour qu'on voit bien votre visage et une partie de votre corps, et de vous situer à peu près au milieu. Donc aujourd'hui, voilà, qui fonctionne bien. Voilà, je vous vois vous tortiller sur votre chaise, Isabelle. Thierry a corrigé. Tout à l'heure, Thierry était en gros plan, après avec ses cheveux. Après, on voyait même de côté. Anouk est en train de changer. Voilà, Jacques, tu peux être sur le côté, en effet, mais là, c'est vrai qu'on a notre regard qui est attiré par la chaise, d'accord, et le lit du bébé où tu vas faire ta sieste.
Et donc voilà, donc essayez de penser à ça. Là, on voit bien que mon client là et ma cliente aussi, ils n'étaient pas vraiment dans la cible. D'accord? À éviter aussi, lorsque vous faites une visioconférence, c'est vraiment isolez-vous pour travailler tranquillement. Hein, c'est comme en télétravail aussi. Évitez les personnes qui peuvent entrer, sortir, perturber, etc. C'est malheureusement quelque chose qui arrive, hein, bien sûr, parce que la visioconférence, moi j'ai connu ça il y a très longtemps, ça se faisait dans l'entreprise, puisqu'on n'avait pas de moyens personnels pour être en visioconférence. Donc ça se faisait dans l'entreprise. Donc on était dans une salle de réunion avec une caméra, avec des systèmes de téléphone, avec un grand écran. Donc, on était en réunion professionnelle. Là, maintenant, on est chez nous. Alors, quand on est chez nous, bien sûr, on peut être perturbé. Quand on est chez nous, on peut avoir une fenêtre derrière nous, n'est-ce pas, Anouk, qui nous met complètement en contre-jour. Donc, pensez à fermer, ne pas vous mettre devant une fenêtre ouverte, par exemple. Quand on est chez nous, on va utiliser le Zoom, qu'on utilise déjà aussi pour d'autres choses, par exemple. Et là, par exemple, on peut avoir laissé son nom habituel. Là, c'est Lapinou Chouchou. Je pense que voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas très professionnel, hein, de garder son pseudo perso. Donc, faites attention à ce genre de détails. Quand on est chez nous, ça peut être plus ou moins rangé derrière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit votre décor aussi, hein, d'accord? Donc, vous donnez aussi une image de vous à travers le décor qui est derrière. Quand on est chez nous, on ne pense pas quelquefois à fermer son micro. Et j'en connais qui ont des pensées à voix haute, mais qui sont quelquefois pas vraiment pertinentes. D'accord? Donc pensez à ça, pensez à couper le micro au moment où vous ne parlez pas, pardon. Et quand on est chez nous, on peut aussi faire autre chose pendant la visioconférence, et ça, ça se voit quand même. D'accord? Donc faites en sorte que ce moment de visioconférence, ce moment où vous animez, où vous participez, soit comme une réunion pendant laquelle, en effet, par respect pour vos collègues, pour l'animateur, vous ne faites pas de multitâches en même temps. Parce que moi, j'en vois aussi quelquefois. Alors, je vois qu'ils me regardent, puis en même temps, je sens bien qu'ils sont en train de faire autre chose sur leur écran. Hein, d'accord? Alors, à éviter, ah oui, les fameux fonds d'écran offerts par Zoom ou autres, où là, sauf si on s'est habillé en conséquence, hein, bien sûr, ça peut être sympa, mais voilà, en plus, celui-ci, il bouge, on voit les vagues tout à l'heure. J'ai vu que Delphine était sous les cocotiers tout à l'heure. Je vois que Séverine a choisi un fond vert. Alors, le problème de ces fonds, souvent, c'est qu'ils nous font une espèce de découpe bizarre au niveau du corps et que ce n'est pas toujours très esthétique. On voit des choses très, très étranges. Et surtout, ça attire l'attention sur quelque chose qui n'est pas nous, en fait. Est-ce que c'est vraiment notre message? Alors, bien sûr, si chez vous, c'est comme ça, vous avez peut-être intérêt à prendre un fond d'écran différent. Mais sinon, voilà, essayez vraiment d'être dans un environnement qui soit le plus neutre possible, comme si vous étiez en réunion. De la même façon, on en a déjà parlé, toutes les expressions faciales, toutes vos émotions passent puisqu'on les voit. On les voit et vous perdez à un moment donné le sentiment qu'on vous regarde. Et pourtant, tout le monde vous regarde. Donc, pensez en effet à ce que vous avez envie de transmettre comme émotion. Et donc, soyez aussi dans la maîtrise de vos émotions au moment d'une visioconférence, parce que là, évidemment, votre corps va vous trahir beaucoup plus rapidement que vos mots, surtout que vous ne parlez pas. Là, par exemple, voilà, là, j'exprime quoi? Un grand intérêt sur ce que vous dites, d'accord? Là aussi, de la même façon. Et voilà, n'oubliez pas aussi que quand vous êtes de votre écran, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas dans votre voiture. Donc, voilà, donc évitez aussi toutes les gestuelles qui ne sont pas vraiment appropriées. Alors, j'en arrive maintenant, je vois le temps qui passe, 10h54, puis je veux garder un petit peu de temps pour les questions. Et l'importance du sourire. Et là, je vois de nouveau sourire, c'est très agréable. L'importance du sourire, en fait, c'est qu'il existe plusieurs sourires aussi. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de sourire de façon la plus authentique, la plus naturelle, en étant vous-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sourire récompense. Le sourire est là pour récompenser la qualité de la relation qu'on peut avoir l'autre, un mot d'humour, etc., un plaisir. Le sourire est là. Dans le sourire de récompense, il y a une symétrie dans le visage que l'on peut voir. Ici, on va voir tout à l'heure aussi que ça, c'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, c'est-à-dire que c'est un sourire qui utilise tous les muscles du visage, jusqu'aux pommettes et jusqu'au bord des yeux. Mais il existe aussi un sourire d'affiliation, celui en effet qui nous permet de nous sentir plus proches de l'autre. Donc voilà, c'est un sourire qui est différent, qui est avec une intention différente. Et puis il y a aussi
un sourire de dominance, donc la filiation pression-délièvre. Dès qu'il y a une asymétrie, eh bien, on est dans un sourire qui est plutôt là pour montrer une forme de dominance envers l'autre. Donc, je vous fais juste un petit résumé. Hein, les sourires à eux seuls pourraient être l'objet d'un webinaire. Je vais juste m'arrêter justement sur le sourire, notamment ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. Quelqu'un connaît le sourire de Duchenne? Non? Alors, lorsqu'on sourit, on peut faire un sourire forcé. Vous connaissez tous ça. Et le sourire de Duchenne, en fait, ma connexion Internet est instable. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin. Ça va vite s'arrêter. C'est ce qu'on appelle le sourire authentique. Vous voyez la différence entre les deux? Dans le sourire de Duchenne, les yeux sourient. Alors, c'est d'autant plus important que nous portons souvent le masque. C'est-à-dire qu'on n'a pas la partie basse. Et donc, si on imagine ce monsieur masqué, eh bien, on va voir tout de suite la différence entre un sourire forcé de politesse et un sourire authentique. Simplement, voilà, travaillez votre sourire authentique lorsque vous êtes en visioconférence, parce que c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de gagner aussi en confiance et de gagner en plaisir aussi. Donc, pour optimiser sa communication non verbale, son langage non verbal, eh bien, il y a la préparation physique, bien sûr, qui est très importante. Dans la préparation physique, il y a votre physique, bien sûr, mais il y a aussi l'environnement physique, les documents. Il y a, bien sûr, votre préparation émotionnelle. Si vous êtes sujet au trac, même en tant que participant, vous pouvez avoir du mal dans une réunion, qu'elle soit en présentiel ou qu'elle soit en visio. Et donc là aussi, le travail sur le trac, c'est le travail sur ses émotions, c'est le travail sur ses peurs. Et donc, ça se travaille, ça fonctionne bien, à condition voilà, de s'y intéresser. Il y a aussi sa préparation psychique. Qu'est-ce qui va me permettre justement de me sentir à l'aise, de me détendre? Déjà, c'est ma préparation. C'est aussi le fait de respirer auparavant, le fait de poser des questions en demandant ce dont les personnes ont besoin, de manière aussi à gagner aussi leur confiance et leur intérêt dès le départ, et bien sûr d'y répondre par la suite. Et la petite étoile, qui est cette dimension, là on parle de dimension physique, émotionnelle et mentale, la petite étoile qui est notre dimension, on va dire plutôt spirituelle, mais elle se traduit aussi ici par votre rayonnement. L'idée en effet, c'est bien de rayonner. Lorsqu'on est environné de gens brillants, ils peuvent vite nous ennuyer. Par contre, les gens rayonnants vont nous garder avec eux et vont nous permettre de nous sentir vraiment heureux. Et la congruence, c'est quand justement on arrive à bien aussi aligner donc aussi son rayonnement, ses valeurs, avec aussi ses pensées, avec aussi ses paroles, et puis aussi avec bien sûr son corps et ses actions. Comment avoir la situation sous contrôle? Ça, c'est une petite blague pour Thierry qui aime bien les blagounettes. Comment avoir la situation sous contrôle? C'est de mettre en place tout ça. Les astuces, lorsqu'on se sent un peu seul, notamment lorsque les personnes ne mettent pas la caméra en route, en fait, on ne sait pas si elles sont là ou pas, on voit juste leur nom. Eh bien, c'est de créer des moments avec des questions-réponses, tout simplement, et de les interpeller. Donc, si la personne a quitté la pièce en laissant sa caméra comme Francis, ça me semble difficile de l'interpeller. Mais en tout cas, si quelqu'un simplement a laissé son nom, on peut supposer qu'il y a peut-être un problème avec son ordinateur, peut-être que la personne a besoin de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de montrer aux autres, mais elle peut quand même être présente. Donc voilà, partons du principe qu'elle est présente et qu'on va pouvoir la solliciter. On n'a pas encore trouvé d'autres moyens puisque je ne peux pas aller la chercher. Je ne peux pas forcer la caméra. Par contre, je peux forcer le micro. Donc, quand les gens coupent la vidéo, je ne peux pas faire, je ne peux pas leur remettre la vidéo. Donc, ce sont des règles à établir dès le départ, en fait. Ça, c'est très important. Là, je ne l'ai pas fait pour vous, mais on peut établir, bien sûr, des règles de fonctionnement si on est comme quand on est dans une réunion. Là, c'était un webinaire ouvert, donc vous êtes mes invités pour partager avec vous ces éléments. La durée idéale, on a parlé tout à l'heure déjà avec Isabelle. Donc, en fait, ça dépend du nombre d'informations que vous avez à passer. Je travaille quelquefois sur des durées de 3-4 minutes parce que si ces réunions sont enregistrées par la suite, c'est-à-dire si on les suit mais sans y être présent à l'instant présent, on peut très vite être happé par d'autres choses. Il ne faut pas que ça dure
plus de 3-4 minutes, une petite vidéo. Et si on est présent, ça peut durer plus longtemps parce que ça va permettre de faire des échanges. On dit quand même voilà, que 3/4 d'heure, 1 heure, c'est quand même beaucoup. Mais il faut aussi intégrer des questions-réponses. Alors, on va finir par un KISS. Alors, le KISS est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Et le KISS, c'est quoi? Le KISS, en anglais, le K, c'est pour keep. C'est-à-dire que, fort des informations que vous avez reçues aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de garder dans votre pratique? Donc ça, faites-le pour vous, hein, d'accord? Donc vous notez ça. Il y a +3, c'est quoi? 3 conversations. Qu'est-ce que vous avez envie de garder dans vos pratiques? Alors, je répondrai à vos questions tout à l'heure. Ça, c'est important parce que, toujours aussi en psychologie positive, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait de bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à remettre en cause. Et donc, c'est très important de commencer par qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Ce sont des choses que je fais déjà, mais que je pourrais faire mieux. Donc, le I, c'est pour improve en anglais, améliorer. Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma pratique? Ce qui va permettre aussi de me focaliser sur uniquement les éléments que j'ai à travailler. Je n'ai pas tout à refaire, je n'ai pas tout à revoir. Ensuite, le premier S, c'est pour start. Qu'est-ce que j'ai envie d'initier? Qu'est-ce que j'ai envie de faire que je ne faisais pas jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai envie d'oser? Qu'est-ce que j'ai envie de me permettre? Et là, c'est aussi ce qui nous fait souvent changer un petit peu de dimension, changer de paradigme. On remet en cause une de nos logiques et puis on dit tiens, et si j'essayais, d'accord? C'est-à-dire c'est le pourquoi pas qui remplace le oui mais. Vous savez que oui mais c'est juste une façon de dire non. Hein. Donc, mais si on est dans le pourquoi pas, on est prêt à initier quelque chose de nouveau. Et enfin, on va terminer sur le S de stop. Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter dans ma pratique? En arrêtant, bien sûr, en ne plus faisant quelque chose, je vais laisser de l'espace libre, de l'espace d'attention, de l'espace du temps, et je vais pouvoir de mieux améliorer ou mieux initier de nouvelles choses. Donc voilà, vraiment, c'est un outil que j'aime beaucoup, le KISS, parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de situations. Moi, j'utilise en individuel, en collectif, avec des associations, ou quand on fait le point à un moment donné en disant tiens, on a envie de donner un nouveau souffle à notre association, par exemple, eh bien, on est partis tous ensemble à réfléchir, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, qu'est-ce qu'on a envie d'initier et qu'est-ce qu'on a envie d'arrêter. Une fois qu'on se met bien d'accord, derrière, il y a un plan d'action commun qui met vraiment tout le monde en mouvement. Donc, je suis heureux de vous d'avoir partagé mon KISS avec vous. Et enfin, pour terminer, pour aller plus loin que ce webinaire, comment est-ce qu'on peut le faire? En entreprise, parmi vous, il y a des indépendants, donc ça serait peut-être chez vos clients ou dans votre réseau, mais il y a aussi des responsables d'entreprise avec du personnel. Eh bien, comment réussir à rater, bien sûr, ces vidéoconférences, c'est quelque chose aussi qui peut être une formation à distance, qui peut prendre 3 heures, ça serait l'idéal, en effet, pour un grand nombre de personnes, parce que là, on ferait des exercices, des tests, des quiz, etc. Ça serait encore beaucoup plus vivant. Mais j'ai essayé d'imaginer justement des actions en lien avec ce que j'appelle moi le covidement, cette situation bizarre qu'on vit depuis plusieurs mois. Et donc, j'ai pensé aussi à comment retrouver la cohésion d'équipe et justement le sentiment d'appartenance quand on est isolé, éloigné de ses collègues. Donc, physiquement, on est éloigné de ses collègues, même si on fait du télétravail 3 jours sur 5. Mais voilà, comment travailler sur ce besoin d'appartenance qui est celui qui nous garde et qui nous tient longtemps dans l'entreprise, parce que le télétravail et la distanciation physique a chamboulé l'entreprise. Et enfin, plus spécifiquement pour les managers, comment diriger autrement, comment manager autrement avec ces nouvelles situations, dire retrouver de la sérénité, retrouver du sens face à ces nouvelles incertitudes. Et comment justement, ce qui peut nous aider beaucoup, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que comme je le disais déjà quand il n'y avait pas eu cette crise depuis longtemps, c'est qu'une entreprise est toujours en fait une entre-crise. On est toujours finalement entre 2 crises. Et donc, comment se préparer à la prochaine, en tout cas, c'est pour moi quelque chose d'important. Donc voilà, je vais arrêter le partage pour vous retrouver comme ça.
voilà, on a démarré à 10h05, donc il est 11h05. J'ai tenu le temps. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, je suis tout oui. Et si vous voulez prolonger un petit peu, bien sûr, je suis encore là. J'ai des chats en privé. Alors, Delphine, comment on fait? Alors, je ne sais pas. De quoi parlais-tu, Delphine? Non, mais c'était tout à l'heure, c'était passé. C'est du passé. C'est une vieille histoire. Il y aura un replay, Thierry, oui, parce que j'ai enregistré en fait ce webinaire. Donc, je vous enverrai le lien par WeTransfer pour ceux qui seront intéressés. Anouk, elle s'excusait de devoir partir plus tôt. Et Jacques, pourquoi le chat ne fonctionne que vers moi? Alors, quand tu fais le chat, tu peux choisir vers qui tu l'envoies. Jacques, par exemple, je peux envoyer la conversation à Jacques uniquement, ou à Delphine, ou à Séverine, ou bien je peux l'envoyer à tout le monde dans la réunion. Alors, si tu ne peux pas le faire, c'est peut-être parce que je l'ai bloqué, et donc ça veut dire que je dois aussi permettre, normalement, il me semblait que j'avais permis à tout le monde d'échanger entre vous, mais je vais vérifier ça, ça fait partie des paramètres. Je vais dans l'écran partagé, non, c'est pas là, pardon, c'est en haut. Hop. Option de partage avancée. Ouais, un participant à la fois peut partager. Donc ça, non, c'est du partage. C'est le partage de l'écran. Mais écoutez, sur le chat, normalement le chat, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre comme configuration ici? Les participants peuvent discuter avec l'autre seulement. Oui, donc je peux mettre avec tout le monde, en public et en privé. Donc c'est une question de configuration, en fait. Donc c'est dans la configuration du chat. Donc, l'animateur peut décider si vous pouvez communiquer qu'avec l'animateur ou bien si vous pouvez communiquer aussi entre vous. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des configurations, mais bon, ce n'est pas un webinaire sur l'utilisation de Zoom, même si j'espère vous avez donné quelques informations. Oui, Séverine? Moi qui suis dans l'international, donc du coup, ce langage non verbal est super intéressant. Entre Ekman et Turchet, lequel a parlé du langage, on va dire, interculturel? Parce que je pense que chacun a évoqué sa manière de communiquer par rapport à… Oui, alors c'est plus Ekman. C'est plus Ekman. Oui. Ekman, c'est vraiment le fondateur. C'est-à-dire que lui, il est parti de l'interculturel, en fait. Okay. Il est parti de la question, est-ce que lorsque nous conversons, lorsque nous sommes dans une interaction, est-ce que les aspects culturels entrent en ligne de compte ou pas? Est-ce que les émotions sont décryptées de la même façon aux États-Unis, en Europe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Et donc, il a parcouru le monde pour ça. Il avait des photos d'émotions qu'il a montrées à des personnes en disant, voilà, comment vous comprenez, qu'est-ce qui se passe dans cette personne? Et quand il y avait quelqu'un qui était triste, tout le monde le trouvait triste. Quand quelqu'un était dans l'étonnement, tout le monde le trouvait étonné, etc. Donc, il s'est rendu compte que la façon dont notre visage, d'accord, toutes nos expressions faciales et tous nos micro-mouvements ne sont pas culturels. D'accord? Donc, ce qui va être beaucoup plus culturel, ça va être le langage du corps lui-même, où certains gestes vont être acceptés ici et pas acceptés là. D'accord? Si vous posez une question à un Indien et qui vous dit oui, il va vous dire ça comme ça. Alors, évidemment, nous, on va dire ben non, il dit non. Ah non, parce que chez lui, ça veut dire oui. D'accord? Voilà, il y a des gestes de la main qui sont acceptés dans un pays puis pas acceptés dans l'autre. Voilà, donc là, c'est Ekman qui a vraiment beaucoup plus travaillé là-dessus. Donc, vraiment, plutôt lui à lire pour ça. D'accord. C'est intéressant même pour une boîte française parce que toi, français, tu peux embaucher des personnes avec des cultures complètement différentes et c'est important de pouvoir justement manager correctement les équipes ensemble après derrière. Parce qu'il y a des codes qui sont différents, qui sont vraiment culturels. Oui, d'accord, ok. Bah, j'irai regarder. Moi, ça m'intéresse bien ça. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant que je vous ai? Moi, je vous garde, j'adore ça, c'est bien. Isabelle, tu n'as pas mis ton micro en route. Attends. Oui, voilà. Merci Jean-Marie pour toutes ces informations bien riches. J'avais une question un peu plus spécifique, mais qui concerne peut-être aussi certains d'entre nous. C'est lorsque on doit présenter une visioconférence, pas forcément dans le cadre d'une animation, d'un séminaire
ou d'un travail de réunion avec énormément de personnes, mais peut-être comme tu viens de le faire, ou comme certains dans le cadre du GEPS, où on va devoir présenter une des phases, des parties de nos métiers ou notre expertise, ou partager un contenu lié à notre expertise qui peut intéresser donc des membres, et où là, on est tout seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ni de facilitateur, ni de cadenceur, ni de prise de décision, etc. Il y a vraiment des prérequis, des 2-3 choses qu'il ne faut jamais faire. J'en ai une notamment en tête, des personnes qui étaient un petit peu dépassées, comme tu le disais, par le contenu de je dirais, de l'information qu'ils voulaient donner, tout en ayant un œil sur le chat qui défilait, vous n'arrivez plus à prendre les questions, et où, en fin de compte, voilà, il y a un petit peu un débordement. Alors, certains disent, bon, on n'utilise pas le chat, d'autres prennent le chat, mais donc, c'est des réunions qui durent 1h30 ou 1h45 et plus 1h. Voilà, est-ce que tu as quelques prérequis quand on est un petit peu seul à bord dans ce type de présentation? Je veux dire, il y a 3 éléments principaux. C'est la préparation et la préparation. Donc, voilà, sans préparation, tu peux pas anticiper tout ça. Donc, tu vois, si tu es comme moi, homme orchestre ou femme orchestre, voilà, c'est-à-dire voilà, que là, voilà, pendant que je déroulais, j'ai en même temps observé tout le monde pour savoir s'il y avait des nouvelles questions, si les gens étaient intéressés ou pas. Je l'ai vu à votre body language. J'ai vu en effet à la façon dont vous étiez posé que ça vous intéressait. Donc, je dis, bon, c'est bon, je peux continuer. J'ai fait le choix de ne pas aller voir les chats parce que je me permettais de vous appeler, de vous parler en direct. D'accord ? Le chat, pour moi, est intéressant quand il y a des moments de réflexion, par exemple, comme je le fais avec mes élèves, puisque moi, du coup, ce n'est pas uniquement des webinaires ou des formations, je le fais de l'enseignement. Donc, là, j'ai la chance, je n'ai pas grand monde en face de moi. Mais quand j'ai des étudiants, j'en ai une vingtaine ou 25, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et là, je n'ai pas de facilitateur, je n'ai pas de timer, etc. Donc, c'est la préparation, c'est le fait de prendre le temps d'arrêter et de dire, bon, voilà, je vais regarder. Il ne faut pas hésiter à dire, bon, écoutez, je vais regarder le temps, je vais prendre 2 minutes, tiens, je vais prendre 2 minutes pour aller voir, parce que je vois qu'il y a des chats ici. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Moi, c'est des chats de remerciements. Donc, et puis, je continue. Voilà. Donc, c'est pas… En fait, comme dans tout… Pour moi, je ne fais pas la différence entre les éléments… Est-ce que, par exemple, il faut peut-être limiter le nombre de personnes quand tu les invites? Il y en a qui disent, bon, bah voilà, tu pourras avoir 100 personnes, j'imagine, ou alors 10, 15, pour pouvoir avoir le temps de gérer l'information s'il y a du flux, etc. Si tu as un grand nombre de personnes, tu ne mets pas les mêmes règles en lieu. D'accord ? Là, je me suis permis au début de prendre le temps, parce que pour moi, c'était un temps important de vous demander vos attentes, vos besoins, de vous laisser le temps de les laisser venir, etc., de vous demander si vous aviez des questions brûlantes, etc. J'ai pris ce temps-là parce que je savais que je pouvais le faire parce que vous n'étiez pas trop nombreux. Si j'avais un auditoire avec 25 personnes, ça va prendre déjà une demi-heure. Si j'ai 200 personnes, là, je n'ai même plus le temps de parler de quoi que ce soit. Clotilde ? Oui, dans la préparation, Isabelle, et ce qu'a fait Jean-Marie, c'est que dans ce que tu nous as envoyé, Jean-Marie, avant, il y avait vraiment tout le plan avec les objectifs. Et je pense que dans la préparation, il y a vraiment les objectifs. C'est-à-dire que si tu dois intervenir pendant 1 heure, il faut que tes objectifs soient relativement modestes, entre guillemets, pour pouvoir les atteindre, parce que sinon, ça déborde. Et si tu mets des objectifs, toi, dans ta préparation, donc c'est déjà beaucoup plus clair, tu les manifestes, tu les communiques en amont. Et donc après, les interventions doivent être dans ce cadre-là. Oui, il y a le respect du cadre. Tu peux dire, en fonction de ta politique, ce que tu veux faire, si c'est dans ce cadre-là, est-ce que c'est une réponse plus tard ou est-ce que tu fais un autre webinaire sur un autre sujet? Mais vraiment, les objectifs, comme Jean-Marie l'a fait, c'est vraiment le cadre. Oui, c'est le cadre, tout à fait. Oui, très bien. Oui. Donc ça fait partie de la préparation. De la même façon, je vous avais envoyé un petit message en disant, voilà, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les poser en amont aussi, parce que ça m'aidait aussi à préparer. Et ce webinaire, par exemple, toute la matière PowerPoint que j'ai utilisée, je l'ai déjà utilisée par ailleurs, mais j'en ai profité pour la revoir et pour me la repasser. C'est-à-dire que ce webinaire, je me suis déjà passé plusieurs fois, d'accord ?
Donc, il ne faut pas penser de dire, oh ben ouais, c'est un truc que je maîtrise, allez, j'y vais, je vais improviser. D'ailleurs, moi, en prise de parole de public, j'interdis l'improvisation parce que là, on ne sait pas où on va, d'accord. Mais par contre, en effet, je l'ai passé et repassé plusieurs fois de manière à ce qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt, qu'il n'y ait pas d'hésitation et pour mesurer aussi le temps que ça me prenait de passer mes différents slides. Donc, tout ça, ça fait partie de la préparation, bien sûr. Oui. Agnès? Oui, je veux bien rajouter une petite chose effectivement sur mon expérience sur ce sujet pour avoir fait beaucoup de webinaires seul justement. Et je confirme que c'est une vraie difficulté, ça, surtout quand il y a beaucoup de participants. Et moi, en général, effectivement, ce que je fais, c'est de dire que dès le début, que les questions ne seront pas traitées pendant la conférence, mais à la fin de la conférence, parce que sinon, c'est ingérable. Mais ah, on t'a perdu, Agnès. Je n'entends plus, je ne vois plus, je n'ai plus l'écran partagé, etc. Et ça, évidemment, si vous le voyez à la fin, c'est un petit peu gênant. Donc, ça veut dire qu'on peut ne pas les traiter au fil de l'eau, mais qu'il faut quand même s'obliger à garder un œil sur les messages qui défilent pour voir s'il n'y en a pas qui sont bloquants pour le bon déroulement du webinaire. Donc, ce n'est pas un exercice simple, ça. Non. C'est pour ça qu'il était important pour moi de partager, hein, d'en parler ensemble et de bénéficier de vos expériences aussi. C'est pas simple. D'autres questions? Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vois que Jacques dit, je constate que celui qui a envoyé le lien et qui donc est le pilote des fonctionnalités, oui, c'est comme l'animateur qui pilote hein, toutes les fonctionnalités. C'est lui qui décide si d'autres personnes peuvent intervenir ou pas. C'est lui qui décide si les gens peuvent chatter ensemble. C'est un vrai leader. Hein. C'est comme quelqu'un qui crée une réunion. C'est lui qui décide de ce dont on va parler. Après, la façon dont la réunion va se dérouler va beaucoup dépendre des participants. Mais plus ils seront intéressés, plus la réunion sera intéressante. Ouais, Jean-Marie, c'est pour le fait, quand tu veux faire intervenir 4 personnes, en fait, il faut que ce soit toi qui as envoyé, toi, qui a envoyé le lien, qui est donc le pilote de l'opération, qui donc donne la parole à Pierre, Paul ou Jacques. C'est toi qui es l'organisateur. Tu peux pas, comme on pourrait le croire, faire que c'est n'importe qui envoie le lien et que celui-là, toi, tu pourras faire la même chose que lui. Non, il faut tout. C'est la constatation que j'ai. Sur le webinaire que je veux faire avec 4 intervenants qui vont parler chacun les uns derrière les autres et après tous en même temps, il faut que ce soit moi qui ai la main. Je ne peux pas faire autrement. Jacques, il faut un chef d'orchestre, d'accord? Et comme partout, il faut un chef d'orchestre, et c'est lui, même si on a d'excellents solistes, c'est quand même lui qui tient la baguette. Et moi, je dis toujours, il faut un pilote partout, et s'il n'y a pas de pilote, il ne se passe rien. Eh bien, tu as raison de le dire, Jacques. S'il n'y a pas de pilote, tu mets une pilote. Comment? S'il n'y a pas de pilote, tu mets une pilote. Et puis, on va plus dire Paul ou Jacques maintenant. On va dire Isabelle, Delphine ou Agnès. Ouais. D'accord, les gars? Bon, mais Jean-Marie, je te remercie. Je trouve que c'est très, très bien et je te remercie. Je vais m'en aller. Merci. Allez. Écoutez, c'était super. Je vous remercie parce que c'était un plaisir de préparer ce webinaire et c'était aussi un plaisir de le partager avec vous. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis merci à toi. Merci. Et je reprends. Hier, j'en avais un. Je pense qu'il faut qu'il y ait les écrans pour qu'on voit si les gens sont là et si les gens font quelque chose. Je pense que c'est important, en tout cas pour celui qui parle au départ. Merci Jacques. Allez. Je vous dis merci Jean-Marie, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt pour bonne journée à tous. Merci Jean-Marie.